C'est parti. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre 8e salon du Carrefour Immobilier. Alors, on est aujourd'hui dans un salon où c'est comme une rencontre informelle où on va parler de vos défis, de vos opportunités. Et aujourd'hui, on va tout particulièrement parler de prêts privés. Alors, ce que je vais faire au départ, c'est que je donner un petit peu la formule. On va commencer par camper un peu c'est quoi du financement privé. Ça va prendre quelques minutes, ce ne sera pas très long. Et puis par la suite, on pourra poser toutes sortes de questions. Moi, j'aimerais ça particulièrement qu'on parle de sujets de comme c'est quoi les risques quand on fait du prêt, comment on trouve des clients. On peut aussi discuter de la souscription, comment ça fonctionne. Alors, on commence. Alors, ça va être un sujet de discussion. J'espère que vous allez avoir des belles questions à nous poser. Ça va nous faire plaisir qu'on réponde à tout ça. Alors, Carrefour Immobilier, on est principalement je ne dirais pas une école comme les autres. Là. Je dirais même que ce n'est pas non plus une école. Ce qu'on offre, nous, c'est un masterclass en prospection immobilière. Et ce qu'on offre à nos clients, en fait, c'est vraiment l'accompagnement de A à Z avec leurs clients. Quand on vous montre comment faire de la promotion, comment faire du marketing, comment monter peut-être un site Internet. On vous montre aussi comment attirer les clients pour qu'ils viennent à vous. Parce que nous, on est de l'école où on n'aime pas, moi, j'aime pas aller cogner aux portes, j'aime pas non plus envoyer des lettres, j'aime pas non plus faire des cold calls. Ce que j'aime, c'est quand c'est les clients qui m'appellent. Alors ça, c'est toutes les techniques que Raphaël et moi, on vous enseigne en prospection, que moi, je suis plutôt du genre à aimer qu'on m'appelle et puis que je puisse résoudre le problème de quelqu'un. Donc, ça permet, en plus, de rejoindre les clients avant qu'ils soient en préavis d'exercice. Et puis, ça permet aussi, comme ils ne sont pas en préavis d'exercice, on sait avec tous les logiciels qui existent aujourd'hui, ça permet de parler aux gens sans qu'il y ait de compétition. Alors, je ne sais pas qui aime la compétition, mais moi, j'aime ça gagner. Donc, quand on est tout seul, je trouve que je gagne plus souvent. Alors, j'adore cette façon de procéder. Alors, ce qu'on enseigne à nos clients, c'est de générer des leads qui vont se transformer éventuellement en prospects, puis ensuite en clients. Et puis, on travaille principalement à faire de la consolidation de dette. Alors, le prêt privé, c'est exactement ça dont on va parler aujourd'hui, la consolidation de dette. On a aussi un autre produit d'achat sans mise de fonds qui permet à des premiers acheteurs de se faire financer finalement la mise de fonds, que nous, on finance la mise de fonds de 5 %. Et aussi, on est spécialiste en location-achat. Moi, je fais ça depuis 2008. C'est moi qui ai commencé à faire les formations de ça à partir de 2012. Et puis, j'ai formé vraiment je dirais même des centaines de personnes à faire ça. Donc, c'est nos 3 gros produits forts qui nous permettent de trouver de la clientèle. Alors, suivant, est-ce que ça va marcher le suivant? Excusez-moi. Alors, notre mission chez Carrefour Immobilier, c'est d'amener à la liberté financière de nos clients. Pour ça, on ne fait pas juste de la formation, on fait aussi de l'accompagnement. Alors, même encore hier, avec une de nos clientes, on a appelé son client elle a commencé à lui parler même quasiment avant de commencer avec nous. Et puis finalement, avec notre système d'attraction de clients, il nous a rappelé ici. Et puis on a été capable, après ça, de travailler la cliente. Avec notre cliente, on a été capable de travailler cette personne-là qui avait besoin d'une consolidation de dette. Puis même encore hier, j'étais au téléphone avec ma cliente pour convertir le client pour qu'on ait un mandat. Ça s'en vient bien. Je suis à peu près certain qu'on va avoir le mandat. C'est quelque chose qu'on fait souvent, Raphaël. Hein? Raphaël, il accompagne day-to-day les gens. À chaque semaine, on a un suivi, puis on avance les choses, puis on s'assure qu'on a des résultats. Alors, ne parlons que de Guimond, par exemple, qui a commencé à suivre notre méthode. Juste suivre la méthode, là, tout bêtement, vraiment la suivre à la lettre. Et puis, il génère tellement de leads maintenant qu'il commence à en référer à ses collègues. Donc, quand on veut avoir une bonne méthode, ça fonctionne bien. Alors, moi, qui suis-je? Mon nom, c'est Jacques Dionne. Je suis souscripteur professionnel. Moi, c'est ma job, faire de la souscription hypothécaire. Je fais ça depuis, du prêt, je fais ça depuis une quinzaine d'années. C'est écrit 15 ici, mais ça fait plus longtemps que 15. Je suis aussi le fondateur de Carrefour Immobilier, puis je fais de la formation d'investisseurs immobiliers avec mon ami Raphaël.
Alors, ensemble, là, on se complète très bien. Moi, je vais plus travailler partie marketing, l'approfondissement des produits immobiliers. Puis, Raphaël, ben, c'est un spécialiste de la vente qui va vous accompagner, faire tout le suivi avec vous pour que vous deveniez des prospecteurs prospères, comme j'ai écrit dans le bas de la page. Alors, on va cesser de parler de nous. Maintenant, on va vous parler de financement privé. Alors, je dirais que ma première question, c'est utilisez-vous vos REER et vos CELI pour investir en immobilier? Alors, Raphaël, il y a un petit sondage. J'aimerais ça que tu puisses partir le petit sondage sur l'expérience. Ah oui. S'il vous plaît. Alors, si vous Ah. pouviez répondre aux questions, moi, ça va m'aider, ça va m'orienter par la suite pour voir quelles sont vos expériences. Alors, avez-vous déjà fait du prêt privé? On a un oui pour l'instant, 2 oui. Ok, il reste encore... il y a 8 personnes sur 12 qui ont voté. Alors, je ne sais pas si tout le monde a accès au vote. 9. Encore 2 personnes. Ok, ben... Bon, alors On a une majorité de non hein, pour le prêt privé et on a une majorité de oui qui aimeraient faire du prêt privé. Donc ça, c'est une bonne chose. Ben, j'imagine qu'ils sont présentés ici pour cette raison-là. Est-ce que tu as publié les résultats? Oui, je vais les publier maintenant. Hop là. Voilà. Alors, on va continuer. On va fermer le... Tu peux fermer, s'il te plaît? C'est fait. Parfait, merci. Alors, juste pour qu'on puisse comprendre bien, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, les REER, c'est le régime d'épargne retraite. Hein. Peut-être plusieurs d'entre vous en avez déjà un. Alors, c'est un programme qui va vous permettre d'accumuler puis de faire croître votre épargne à l'abri de l'impôt. Alors, tout ce que vous avez dans votre REER, que ce soit du gain en capital, des revenus d'intérêt ou qu'importe type de revenus que vous allez avoir, des revenus de dividendes, ben, ça s'additionne dans votre REER et ça s'accumule à l'abri de l'impôt. Et lorsque vous sortez l'argent du REER, c'est là qu'il va être imposé. Alors, c'est intéressant le REER parce que ça vous permet, en fait, avec de l'argent que vous avez gagné et qui n'est pas encore imposé, de le reprêter ou de le réinvestir pour continuer de le faire croître, contrairement à ce que si vous faites du prêt dans vos comptes d'entreprise ou dans vos comptes personnels, ben, à chaque année, à partir du moment où vous avez fait du prêt, ben, vous allez devoir payer les impôts au fur et à mesure. Donc, il y en a une bonne partie, presque à la moitié, ou peut-être plusieurs d'entre vous, ça va être la moitié de votre gain qui va partir. Alors, supposons que vous faites 10 000 d'intérêt dans l'année, ben, il y en a 5 000 qui vont repartir à l'impôt. Puis ben, l'autre 5 000, ben, peut-être que vous allez en avoir besoin pour vos fonds propres personnels, que donc votre capital ne va pas vraiment s'accroître. Tandis que dans le REER, si vous avez gagné 10 000 de plus sur un montant de 150 000, ben, vous allez avoir 150 000 plus votre 10 000, 160 000, et vous allez pouvoir le faire croître comme ça. Et on sait très bien que à partir du moment qu'on a des intérêts composés, ben, tout s'emballe à un moment donné, après plusieurs années, ça devient des super gros montants. Maintenant, on a le CELI aussi. Le CELI, là, ça ne fait pas tellement longtemps que ça existe depuis quelques années. Je crois que ça existe depuis un petit peu avant 2010, là, je ne me rappelle plus exactement. Et avec le temps, on a le droit à chaque année de mettre de l'argent là-dessus. Et en date du 1er janvier 2021, on avait le droit de cotiser jusqu'à 75 500 $. Ça, c'est 75 500 $ que vous pouvez mettre dans votre régime. Lui aussi, comme le CELI, comme le REER qui est à l'abri de l'impôt. Mais la particularité du CELI, c'est que pendant tout le temps que l'argent est dans votre CELI, il n'y a pas d'impôt. Puis au moment que vous allez sortir, il n'y a pas non plus d'impôt. Donc, si dans le 10 000 que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure, ben, si vous aviez eu ce 10 000 $-là, ben, il va continuer à progresser dans le temps à l'abri de l'impôt tant que vous ne sortez pas du CELI. Et quand vous allez sortir, ça ne sera pas non plus imposé. Mais il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire avec ça. Chez nous, on enseigne à nos élèves aussi d'utiliser une combinaison REER-CELI et de mettre le plus possible de vos intérêts que vous allez gagner dans votre CELI plutôt que dans votre REER. Et comme ça, ben, avec le même capital que vous allez avoir un maximum d'argent qui ne sera pas imposé. Et tout ça, c'est légal. La façon dont on le fait, c'est tout à fait légal.
Et puis, les prêts, ils sont à votre nom. Hein. Ce n'est pas des prêts qui passent par un fonds de placement. Parce qu'il en existe aujourd'hui des fonds de placement où on peut placer son REER et son CELI, mais ce n'est pas vous qui gérez l'argent. Si l'argent est prêté à des taux plus élevés que celui qu'on vous donne, c'est souvent 7, 8, 9 et si l'argent est placé à plus ou s'il y a des pénalités, c'est pour vous qui les touchez. Alors, ensuite... Alors, pourquoi avoir un REER puis un CELI? C'est pour avoir un abri fiscal, puis pour permettre de reporter l'impôt sur vos revenus de placement et vos revenus d'intérêt le plus tard possible. Alors, ma question maintenant, j'aimerais ça que vous puissiez lever peut-être un petit émoticône pour votre main. Est-ce que vous avez un REER ou un CELI là, actuellement? On va parler de prêts privés. Ça s'applique au REER ou au CELI, mais ça s'applique aussi à vos placements que vous pouvez avoir aussi en nom propre. Puis Raphaël, ça ressemble à quoi? Parce que je n'ai pas fait de sondage, je pense. On a Jérémy qui a levé la main, donc je pense que c'est un oui. On a Maxime qui a levé la main, donc je pense également que c'est un oui. On a Manuela qui lève la main. Là, il y a 4 participants, 5. Je pense que je vois en bas le tout. 7 participants. 7 participants, 6, 7. Parfait, super. Alors là, on va commencer dans... tiens, j'avais une expérience sondage. Si tu peux, je peux peut-être le partir. Comme tu veux. Je l'ai fait, excuse-moi, je l'ai fait tout à l'heure. C'est beau, parfait. Alors, le gouvernement, il donne la possibilité de payer moins d'impôts. Alors, c'est l'occasion maintenant d'en profiter à votre maximum. Et ma job, ça va être de vous aider là-dedans. Et c'est possible de prêter son REER et son CELI. C'est vraiment très, très, très possible. Contrairement à ce qu'on pourrait vous dire à la banque ou ailleurs, vous avez le droit d'utiliser vos REER et CELI. Moi, c'est quelque chose que je fais, quelque chose que Raphaël aussi il fait. Alors, maintenant, on a cotisé le maximum qu'on peut dans nos REER et nos CELI pour utiliser ces stratégies-là de minimiser l'impôt. Est-ce qu'il y a des questions rendues jusqu'ici? Parce que là, on va passer maintenant à la section où on va parler vraiment du salon, si on veut dire. On va parler des sujets que vous voulez parler. Avant qu'on continue, Jacques, est-ce qu'on a des questions à date, là, au moment de la présentation? Sur ce qui vient d'être dit, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions, a priori. Gênez-vous pas, là, si vous ne posez pas de questions, ça va être plat. OK. Parce que c'est vraiment un salon là, où on est ici pour discuter avec vous. J'imagine que vous allez rentrer dans les détails tantôt. Non, j'imagine qu'on ne va pas rentrer dans les détails tout à l'heure. Là, je vous ai campé un peu le sujet, mais là, si tu as des questions, on va répondre à toutes ces questions-là sans gêne et sans tabou. On va répondre à toutes. En utilisant l'un ou l'autre, est-ce qu'on est capable d'augmenter le plafond alloué ou le plafond reste la même? Dans le sens où tes CELI, si tu es capable à 75 000, exemple, tu as dit le chiffre tantôt, là, mais l'intérêt généré, tant qu'il reste à l'intérieur, il reste à l'intérieur. Si tu sors, tu ne peux pas remettre le même montant que tu as sorti, tu es capé en utilisant. En fait, j'aimerais apporter une petite précision. Là, tu parles de deux choses. Il y en a une, tu parles des cotisations, puis l'autre, tu parles du plafond. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Là? Le plafond, là, il n'y en a pas de plafond. Ni dans les REER, ni dans les CELI, il n'y en a pas de plafond. C'est la stratosphère ou l'exosphère, si tu veux. Là. Tu peux aller aussi haut que tu veux. Tu peux partir avec ta navette spatiale, si tu veux. À partir du moment que tu as des bons rendements, tu peux aller où tu veux. Les plus gros CELI du Canada, là, il y a 2 ans, là, ça dépassait des millions. Et on sait que la cotisation maximale qu'on peut faire, c'est 75 500. Quand vous allez dans votre dossier de l'Agence de revenus du Canada, il y a une section où ça vous dit le montant de cotisation que vous pouvez faire avec votre REER et avec votre CELI. Ça, c'est ça la cotisation et c'est ça votre maximum, ce n'est pas un plafond, c'est ça votre maximum que vous pouvez cotiser. Moi, j'ai cotisé au maximum à mon REER, puis là, maintenant, il est en train d'exploser, de monter avec mes placements. La même chose avec mon CELI. Là, actuellement, il me reste peut-être 10-12 000 $ à mettre dedans, mais j'ai presque atteint mon plafond. Et mon CELI, lui, maintenant, il dépense déjà les 100 000 $. Jacques, si je peux juste apporter une précision, en fait, tu as cotisé au plafond maximum de ce qu'on t'autorise. Par contre, avec les stratégies de prêt privé, tu as déplafonné, en fait, ton je voudrais juste être clair, le plafond, là, il n'y en a pas.
Mais par contre, vous avez un maximum de cotisation. D'accord? Il n'y a pas de plafond. Enlevez ça de votre tête, il n'y en a pas de plafond. Il y a juste un maximum de cotisation. Est-ce que c'est clair la différence entre les deux? Oui. Parfait, super. Il y a un maximum, mais il n'y a pas de plafond. Donc, à partir du moment où vous avez cotisé dans votre REER, si vous êtes malin, vous êtes plus fin que les autres, vous faites des placements extraordinaires, ben, ça peut grimper très, très, très vite. Et quand vous allez arriver à la retraite, ben, un CELI bien garni, quand vous allez tirer l'argent, ben, ça ne sera pas du tout imposable. Alors, c'est vraiment super. C'est comme vous avez un super placement qui va croître plus vite que l'inflation, puis qui va vous donner juste un plus grand pouvoir d'achat plus tard. Est-ce que... Moi, j'ai une question. Oui, Jérémy. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais moi, j'ai déjà donc ces REER qui sont gérés par une compagnie qui fait du wealth management. Tu sais, genre, moi, je ne m'en occupe pas, quoi. Est-ce qu'on peut en avoir deux? Est-ce que je trouverai un autre? Ben, Ouais, je peux par exemple dire... Vous pouvez avoir autant de comptes que vous voulez dans autant d'institutions financières que vous voulez. OK. L'important, c'est de ne pas dépasser le maximum de cotisation, tout le compte confondu. C'est ça? Exactement. OK. En fait, ça va plus loin que ça. Là. Ça peut utiliser vos REER, vos CELI, vos régimes enregistrés d'épargne-études de vos enfants, votre compte de rente immobilisée du gouvernement du Canada si vous avez arrêté de travailler pour le gouvernement du Canada ou une entreprise canadienne qui offre un compte de rente immobilisé, ben, vous pouvez aussi l'investir. Puis les faire, puis tout ce que vous voulez, je pense que vous n'avez pas l'âge pour les faire, mais vous avez. Je sais pas ce que c'est, mais vous pouvez, tous les régimes qui sont enregistrés là, par le gouvernement fédéral, là, ben, vous pouvez toutes les utiliser pour faire le placement que vous voulez, c'est-à-dire le fonds de placement que vous voulez, puis les prêts hypothécaires que vous voulez. Tout est possible. C'est barre ouvert là-dessus. Donc, si vous permettez... pardon, Toufik. Excusez-moi, une personne à la fois pour les questions. C'est Toufik qui posait une question. Oui, non. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Juste pour faire une petite nuance, parce qu'apparemment, les personnes qui sont dans le groupe, peut-être quelque chose qu'ils ne saisissent pas au niveau des cotisations et puis de la valeur. C'est simple. La cotisation, c'est le montant maximum que le gouvernement va vous permettre de cotiser, disons, à un CELI. Aujourd'hui, le plafond, c'est 75 500 $. Maintenant, une fois cet argent qui est investi, si la valeur augmente, c'est rendu à 100 000, 150 000 $, 300 000, ça, c'est la valeur maintenant du compte. Ça n'a rien à faire avec les cotisations. Donc, c'est la plus-value. Donc, c'est ça ce que Jacques disait tantôt. Ça peut être la stratosphère, là, parce que ça dépend combien vous avez fait des gains sur ces placements-là. D'accord? Donc, ça se peut que vous avez cotisé au maximum au CELI de 75 500, mais ça a été un bon investissement et maintenant, la valeur de ce placement, il est rendu, par exemple, à 200 000 $. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas plus que ça. D'accord. Merci beaucoup pour la précision. Okay. Bon, mais si vous me permettez, est-ce que vous voulez qu'on peut peut-être y aller par sujet? Moi, je vous en trouverai, j'aurais peut-être 3 sections de sujets que je peux vous suggérer. Jacques, j'aimerais, avant qu'on démarre ça, apporter une précision. Il y a aussi des comptes entreprises qui peuvent être concernés pour faire du prêt privé. On peut tout utiliser, l'argent personnel, l'argent d'entreprise, tout est permis. Quand on veut faire du prêt privé, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce que je voulais juste vous apporter aujourd'hui, c'est une nouvelle ouverture, c'est de pouvoir utiliser votre REER et votre CELI à des fins de prêt hypothécaire. D'accord? C'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, puis qui est même qui est un peu galvaudé cette histoire-là, où on dit que ce n'est pas possible, ou quand c'est possible, ben, c'est seulement par des fonds d'investissement, et c'est tout à fait faux. Est-ce qu'on peut parler du risque maintenant, si vous voulez? Oui. Est-ce que faire du prêt privé, c'est risqué selon vous? Hein? Ça dépend comment on le fait. Est-ce qu'il y a du monde ici qui pense que ce n'est pas risqué? Est-ce qu'il y a du monde ici qui pense que c'est risqué? Bon. C'est quoi le risque que vous avez, en fait? Là? Ben, tout est une question de la marge de manœuvre. L'investissement en soi, s'il est couvert, si tu as une marge de manœuvre dans laquelle tu es à l'aise, ben, tu mitiges le risque. Oui, ben, la marge de manœuvre dans laquelle tu es à l'aise. OK, d'accord. C'est parce qu'il y a toujours un risque. Le premier risque que vous avez, c'est de ne pas être payé à chaque mois. Ça, c'est votre premier risque. Après ça, votre autre risque, c'est que la garantie que vous avez, ben, elle ne vaille pas ce que vous pensiez.
Alors, ça peut arriver que la propriété, il y a quelqu'un qui détruise la cuisine ou la salle de bain, puis ça va faire diminuer la valeur de la propriété. Ben, il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir plein de choses qui se passent qui vont faire diminuer la valeur, une crise économique, il peut y arriver plein de choses. Là, on vient d'avoir une grosse flambée des prix. Alors, vous pourriez faire un prêt en partant sur cette nouvelle flambée des prix. Puis là, vous direz, moi, je suis à l'aise là-dedans, je suis à 75% grâce au prévalent, mais il pourrait y avoir une grosse crise économique puis faire baisser tous les prix. Donc, pas être payé, c'est une chose. La deuxième, c'est que la valeur de votre garantie diminue. Et puis, il y en a une autre grande aussi, c'est le rang de votre hypothèque. Est-ce que vous êtes vous comprenez, c'est quoi les rangs, là? Alors, quand la banque, elle inscrit son prêt, s'il n'y en a pas d'autres avant, ben, vous vous installez dans une file. Alors, la banque, elle va s'installer en premier rang. Puis, si vous voulez faire un prêt de consolidation, comme moi, je fais souvent, on va rajouter un autre prêt hypothécaire. Il va être en deuxième rang. Il va être juste après celui de la banque. Votre risque, maintenant, c'est que s'il y a un défaut de paiement du premier rang, ben c'est que vous allez recevoir par la poste une belle petite lettre brune, puis là, on va vous dire, ben, le premier rang fait une demande en prise en paiement ou une vente du contrôle de justice, et si vous ne voulez pas perdre votre garantie, ben, il va falloir acheter votre premier rang. Ça, c'est un risque important pour vous. Donc, si vous avez pris toutes vos liquidités pour les mettre en deuxième rang, et que le premier rang fait un appel de prêt, ben, il va falloir que vous soyez capable de payer le premier prêt pour ne pas perdre votre garantie. Ça, c'est un risque. Est-ce que vous en connaissez d'autres risques? J'aimerais apporter une précision, Jacques, là-dessus. Oui. Le premier rang ne peut pas faire perdre le deuxième rang. Le premier rang peut faire perdre le deuxième rang si le deuxième rang, au moment qu'il est avisé, il a son 60 jours pour être. Il y a 60 jours d'avis. Il y a 60 jours pour régler le premier prêt, le remettre dans son état ou le racheter pour ne pas perdre sa garantie. Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que le deuxième rang, s'il a la capacité de racheter le premier rang ne peut pas refuser de se faire racheter. Non, mais le risque que je dis, c'est qu'il faut avoir l'argent pour le faire. Ouais, si vous avez 25 000, puis vous prêtez 25 000, puis en avant, il y a un prêt de 500 000, ben, il va falloir racheter le prêt de 500 000. Si vous n'avez pas cet argent-là, ben, vous n'aurez rien. Puis vous n'allez pas courir à la banque pour avoir un prêt hypothécaire là-dessus, ça ne marchera pas. Là. Vous n'êtes pas le propriétaire. Bon, l'autre risque que vous avez, c'est les hypothèques légales, particulièrement les hypothèques légales de construction. Les hypothèques légales, après ça, pour non-paiement de taxes municipales et taxes scolaires. Ces trois hypothèques-là, elles sont prioritaires. Elles passent en avant de vous. C'est comme quand vous êtes au feu de circulation, puis que les pompiers et la police ils passent avec le gyrophare. Eux autres, ils sont prioritaires. Eux autres, ils passent avant vous, ils passent à rouge, ils passent avant vous. Vous restez en arrière. Et à partir du moment que ça s'est installé, ben, vous êtes en arrière. Les autres hypothèques légales, que ce soit une hypothèque légale du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, ben, eux, ils prennent leur rang. Ils se mettent dans le rang. Ils arrivent après, ben, ils sont en arrière de vous. C'est la seule différence. Mais il y en a au moins trois importantes à connaître qui sont prioritaires. Est-ce que tu peux les répéter, les trois, Jacques? Construction. Les taxes municipales, les taxes scolaires et les hypothèques de construction. C'est-à-dire que vous avez votre client que vous avez prêté, il a commencé à faire des travaux. Il veut faire de l'optimisation de l'immeuble, par exemple, commencer à faire des travaux, là, fondation, briques, fenêtres, n'importe quoi. Là. Ben, il pourrait arriver que si les fournisseurs ne sont pas payés, ben, qu'ils mettent une hypothèque légale sur la maison, puis ils passent avant vous. D'accord? Bien sûr, tu sais, il va falloir les payer si vous voulez faire exercer votre droit. S'il y a eux, plus un premier rang, plus vous en deuxième rang, ben, vous tombez là en troisième rang, puis ça se peut que votre garantie, ben, elle ne soit plus là. Ça, c'est pas mal les gros risques que vous pouvez avoir. Surtout de ne pas être payé. Est-ce qu'il y a des questions sur les risques? Est-ce qu'il y a d'autres choses, justement, peut-être que vous voyez sur le risque qu'on n'a peut-être pas mentionné? Vous êtes expert, alors? Hein? Moi, j'en ai une question. Comment vous feriez pour diminuer votre risque? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour diminuer votre risque? À ce moment-là, tu peux demander d'autres propriétaires en garantie. Avez-vous d'autres solutions? Est-ce qu'on peut mettre le cash pour être sûr de pouvoir liquider le premier rang je ne sais pas moi, sur un compte de séquestre ou quelque chose comme ça?
Ben, souvent, quand ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Ils vous appellent, ils empruntent parce qu'ils ont besoin d'argent pour faire le projet. Je pense que Non, je veux dire, généralement, ils n'ont pas d'argent. En ok. général, je dirais, Jérémy. Ouais, ouais. Moi, je dirais c'est au niveau du ratio prix-valeur. C'est un point qui est très important. Par exemple, si le ratio prix-valeur est 80 ou bien 90% ou bien 95%, ce n'est pas les mêmes niveaux de risque. Donc, D'accord. que ce soit à ce niveau-là le plus Parfait. important, je dirais. C'est parfait. Juste faire une pause là-dessus. Est-ce que tout le monde comprend le ratio prix-valeur? Non. OK, qui ne comprend pas, juste, on va l'expliquer de manière. Le ratio prix-valeur, Jacques, est-ce que tu veux l'expliquer, le ratio prix-valeur, en quelques mots? Ben, moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est- Le ratio, ben, un ratio, c'est deux nombres qu'on divise. Alors, le ratio, c'est le montant du prêt par rapport à la valeur de la propriété. Alors, si vous avez un prêt de, on va dire, un prêt de 80 000 sur une maison qui vaut 100 000 si on fait le ratio entre 80 000 et 100 000, ça donne 80. Donc, le ratio prêt-valeur va être de 80 %. Bon, ça peut être quand même assez élevé. Donc là, on a parlé, en fait, tu as parlé d'équité en quelque part. C'est l'équité sur la maison, entre la valeur des prêts par rapport à la valeur de la maison. Ça, c'est l'équité des prêts. En fait, quand vous allez faire votre souscription, parce qu'on va rentrer dans le thème maintenant de la souscription, ben, vous devez vérifier en fait 4 choses. Oups, 4, c'est bon comme ça? Vous voyez bien mes doigts qui sont tout croches? Il y en a 4. Bon. Donc, la première chose que vous devez valider, c'est la capacité de payer. Donc, c'est les revenus. Est-ce qu'on a des revenus et quel type de revenus on a? Est-ce que c'est des revenus temporaires, permanents? Est-ce que c'est un salaire? Est-ce que c'est travailleur autonome? Est-ce que c'est retraité? Est-ce qu'il y a des allocations familiales et tout ça? Les revenus, ben, ça va déterminer leur capacité à payer votre prêt. Alors, le premier défaut qu'on a parlé tout à l'heure, c'est que vous ne soyez pas payé. Alors, si vous faites un prêt à quelqu'un et il n'y a pas les revenus pour payer, vous allez vers quoi? Vous allez vers un défaut de paiement. D'accord? Ça, c'est direct. Donc, la première chose, c'est le revenu. Puis moi, je fais toujours l'analogie avec la police montée, là, le RCMP, c'est RCMP. R, c'est le revenu. Après ça, il y en a le C, c'est le crédit. Alors, c'est important de voir c'est quoi les habitudes de remboursement de votre client. C'est quelqu'un qui paye ses affaires? C'est quelqu'un que vous allez devoir courir après? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne paye pas ses affaires, qui a pris l'ambulance, qui n'a pas payé l'ambulance? Est-ce qu'il paye son téléphone? Est-ce qu'il paye ses autres prêts hypothécaires? C'est important d'aller vérifier ça. Alors, on vérifie le revenu, on vérifie le crédit. Puis le crédit, là, en grec, là, ça veut dire croire. Alors, ça veut dire qu'on essaye de vérifier avec le bureau de crédit du client, c'est quoi son comportement de remboursement. D'accord? Alors, si la cote de crédit est très basse ou encore, je parle de cote de crédit, mais je ne devrais pas vraiment parler de ça parce que je me base, pour moi, c'est un indicateur, mais ce n'est pas ma chose la plus importante. C'est de voir l'expérience du client quand il s'engage à payer des prêts et comment il les rembourse. Ça, pour moi, c'est super important. C'est la chose même la plus importante que je considère quand je fais le prêt. Les revenus, après ça, le crédit. Le crédit, c'est vraiment très important. D'ailleurs, c'est une formation qu'on va bientôt intégrer dans toutes nos formations, comment faire la souscription, puis il vient vérifier le crédit. Donc, au moment que vous allez vérifier le crédit, il va falloir que vous déterminiez c'est quoi le plan de sortie. Comment le client il va faire pour refinancer sa maison ou autrement, est-ce qu'il va recevoir un héritage? Est-ce qu'il va gagner à la loterie ou quelque chose? Comment il va faire pour vous rembourser dans le délai que vous avez donné pour votre prêt? D'accord? C'est comme super important tout le temps. Là. Et moi, quand je reçois un client comme ça, il faut que je sache c'est quoi son histoire qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il a amené là-dedans, pourquoi je lui ferai un prêt, est-ce qu'il mérite ce prêt-là, est-ce qu'il va me rembourser? Puis après ça, comment il va faire après ça pour obtenir du crédit complémentaire pour être capable de me rembourser dans mon délai. Pour moi, c'est super important. Si ma réponse, là, c'est je ne sais pas ou je ne pense pas qu'il va être capable de le faire, c'est systématiquement refusé. Et c'est je dirais que c'est la partie la plus difficile à faire en souscription. C'est le risque le plus grand que vous allez prendre lorsque vous allez faire ça.
Alors, nous, chez Carrefour Immobilier, on offre ce service-là de souscription, que si vous avez des dossiers, vous pouvez nous les référer. On va faire cette analyse-là pour vous, puis on va vous donner nos recommandations. Après ça, l'autre, on a dit, c'est dans le RCMP, c'est le M. J'appelle ça le M pour mise de fonds. Là. En fait, c'est l'équité sur la propriété. L'équité sur la propriété, bien, ça va déterminer c'est quoi les probabilités. Bien, ça détermine en fait combien vous prêtez par rapport à la valeur de la maison. La maison, c'est votre garantie. Alors, c'est votre plan de sortie. Là. Si vous n'êtes pas payé, là, ou s'il arrive quelque chose, là, comme je vous ai parlé tout à l'heure, des hypothèques légales ou des prises en paiement avec des rangs précédents vous, ben, la seule chose qui va être capable de vous payer, ben, c'est le montant entre la valeur du prêt et la valeur de la maison. À votre avis, quand une banque va au tribunal et elle demande la vente sous contrôle de justice, à quel montant le juge va donner le prix minimal de vente de la maison? Alors, je vais vous expliquer, là, quand on va au tribunal, le juge, il fait un jugement, puis il dit « Je suis d'accord, j'accepte la vente sous contrôle de justice. » Ça veut dire que la maison est mise en vente. Ça veut dire que le huissier, quand il va recevoir une offre d'achat, quel montant là, il va être obligé d'accepter? À votre avis, là, ça représente quel pourcentage, à votre avis? 80%, non? Comme un refinancement? Non. C'est plus bas. 60? C'est 70. Juste dans le milieu. C'est 70%. Donc, s'il y a un petit malin puis qu'il sait c'est quoi la valeur de la maison, il va proposer 70% de la valeur marchande, puis le huissier va accepter la promesse d'achat systématiquement. Il n'y a pas le choix. C'est comme une option là, à la bourse. Là. Alors, à partir du moment que vous dépassez ce montant-là, le huissier est obligé de l'accepter. Okay? Il pourra arriver que la banque vende la propriété à 70%. Et si vous avez un ratio pré-valeur à 70%, que votre client, ben, il ne paye pas ses affaires, il a un mauvais crédit et tout ça, ça se peut que vous perdiez au change. Ça se peut que vous ne soyez pas payé en entier ou en partie ou pas du tout. C'est très, très important. Là, je ne suis pas en train de vous dire ne faites pas de prêt jusqu'à 80 %. Je ne suis pas en train de vous dire ça, là, parce que moi, j'en fais. Là. Mais quand j'en fais, là, il faut pour ça que j'ai un excellent revenu, puis j'ai un excellent crédit, et que mon terme du prêt soit le plus court possible, puis que j'ai un plan de sortie là, à court terme, là, pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que je ne vous recommande pas non plus de faire des prêts de 2 ans. C'est trop long. On ne sait pas ce qui va se passer pendant ce temps-là. Mais quand ma fenêtre est courte, là, ben, c'est excellent parce que je sais que mon client va être capable de racheter. Justement, cet hiver, Raphaël et moi, on a fait un prêt à un de nos étudiants. Puis notre étudiant, ben, lui, il achetait une propriété, un immeuble commercial dans le coin de la Naudière. Puis il l'a acheté en dessous de la valeur marchande. Mais pas juste en dessous de la valeur marchande, il l'a acheté aussi en dessous de la valeur économique. Donc, moi, je sais que je vais être capable de le refinancer. Donc, on lui a prêté presque tout l'argent. Je pense qu'on a prêté comme presque 90% du prix qu'il l'achetait. Puis là, il vient d'aller faire réévaluer la maison, puis là, la propriété, en fait. Puis là, maintenant, elle vaut 400 000, puis il va se la faire financer finalement à 85% de son 400 000, puis qu'il va être capable de tout nous rembourser. Ça ne me dérange pas de le faire, là, mais j'avais un client qui avait un extrêmement bon crédit. Il a une excellente job, il a une excellente réputation. Je sais qu'il va me payer et ben, c'est ce qui va arriver, il va me payer bientôt. Donc, moi, je vais avoir eu mes intérêts là, pendant son refinancement, ça a duré 5 mois. Je vais avoir 5 mois d'intérêt. Puis dans mes contrats, ben, je prévois aussi 3 mois de pénalité. Finalement, je vais me faire payer sur 5 mois, je vais me faire payer 8 mois d'intérêt à 11 %. Au bout du compte, ben, je me ramasse avec un taux d'intérêt qui va finir par se ramasser autour de entre 15 et 20 % dépendant des situations. Quand mon prêt dure 1 mois ou 2, quand je fais des consolidations de dette, ben, ce que je fais, c'est que le bureau de crédit, ben, il n'est pas bon pour passer à la banque. On fait un prêt en 2e rang, on demande au notaire de payer toutes les dettes. Le bureau de crédit, il remonte comme ça. Juste avant qu'on fasse ce prêt-là, ben, moi, j'ai demandé au client qui aille à la banque ou chez un courtier hypothécaire pour se faire préqualifier, donc, du moins qu'on donne les critères qu'il va falloir pour retourner à la banque. Puis je sais que j'ai mon plan B. Là. Je sais que 2-3 mois après, il va être capable d'aller à la banque, de me repayer,
Il va me payer mes intérêts, plus les 3 mois de pénalité. Que si le prêt a duré, 3 mois, ben moi, je double mon taux d'intérêt à ce moment-là. OK? Et moi, c'est la stratégie que j'ai faite pour que mon REER et mon CELI, ben, ils partent en stratosphère. En 3 mois, tu perçois 6 mois d'intérêt. Exactement. Puis si je suis capable de faire ça 2 fois ou 3 fois dans l'année, ben, je ne vous dis pas le chiffre que ça fait. Et là, je suis déjà pas loin de 35 % de rendement sur la dernière année. Bon, je ne vous promets rien de tout ça, mais dépendant des clients que vous allez choisir, vous allez être capable d'avoir ces rendements-là. Puis en plus, on est capable d'utiliser REER, CELI en combinaison ensemble pour maximiser les intérêts dans le CELI, puis minimiser les intérêts dans le REER, parce qu'on sait que quand on va retirer, on va payer les impôts, tandis que dans le CELI, on ne paiera pas d'impôts. Donc, pour approfondir ce que tu dis, Jacques, c'est qu'une partie des intérêts perçus sont nets d'impôts. Oui, totalement, 100%. Donc, si tu perçois une partie de tes intérêts, admettons 10% de tes intérêts qui sont nets d'impôts, bah, ça vaut beaucoup plus que 10% en fait au final, parce qu'il n'y a pas d'impôt dessus, c'est 10% net de net. Exactement. Ben, toi, tu en as fait un récemment, là, un prêt là, que ça a duré moins de 3 mois. Ouais. Ah, c'était bien. Ben oui, mais c'est bien. Ça, on fait ça en consolidation de dette. Ça, c'est notre principale clientèle. Puis l'autre clientèle, ben, c'est nos étudiants à l'école qui trouvent des deals puis qu'on leur fait des prêts. Ça leur permet à eux de faire un achat avec très peu ou sans mise de fonds. Puis nous, ça nous permet d'avoir des bons rendements parce que moi, j'estime que quand je prête, ben, je suis comme leur partenaire. Là. Mais je ne suis pas un partenaire qui prend les décisions. Je suis un partenaire qui va dire si j'accepte ou pas le risque. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours moi qui ai payé le premier. Là. Alors, si le projet n'est pas payant, là, ben, il ne sera pas payant pour l'investisseur. Mais moi, je suis sûr d'être payé parce que je vais avoir pris toutes les marges nécessaires pour moi me faire payer. Donc, mon rendement, je le connais à l'entrée et je vais l'avoir à la sortie. Le prêteur privé, c'est toujours le premier à être payé avant l'investisseur. Alors, si dans un flip, au bout du compte, le profit n'est pas 50 000 comme il pensait, mais 22, ben, il y aura 22. Mais moi, je sais que je vais avoir le rendement que j'avais désiré, que j'avais souhaité dès le départ. Le prêteur privé, rappelez-vous, là, c'est toujours lui qui est payé le premier. Bon, sauf s'il y a des hypothèques légales de taxes municipales ou scolaires. Mais quand on vient de faire un nouveau prêt, ben moi, je demande, c'est toujours le cas, là, ben, on demande à notre notaire qui vérifie que les taxes municipales et les taxes scolaires soient à jour. Et comme ça, ben, il n'y aura pas de saisie là, pendant 2 ans, ça c'est garanti à ce niveau-là. Mais il pourrait en avoir, par exemple, sur des travaux. Mais moi, je n'embarque pas dans des projets de travaux. Je ne veux pas gérer ça. Là, il faut gérer des déboursés progressifs, le risque que les travaux ne soient pas finis, qu'il manque de l'argent pour faire les travaux. Je ne sais pas, le bois et tous les matériaux ont explosé cette année, alors ça ne prend pas grand-chose pour se tromper dans les calculs. Puis d'être poigné avec ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, moi, personnellement, ce n'est pas un risque que j'ai décidé d'assumer. Je ne connais pas assez ça pour décider de faire ça. Je préfère d'aller dans mes pantoufles là, que je sais qu'ils sont confortables, que je n'ai pas ou j'ai très peu ou j'ai même pas de défaut de paiement. Là. Jacques, justement, on parle de défaut de paiement dans je dirais les 24 derniers mois. Tu as eu combien de prêts qui sont partis en défaut de paiement? Ben, en fait, j'en ai eu 0. J'ai juste eu une fois un paiement qui était en retard. Là. J'ai appelé la cliente, puis elle m'a payé, elle est allée tout de suite payer. Puis en plus, elle avait payé la pénalité de 300 $ que je lui donnais parce qu'elle avait un retard, que ça a tout été payé tout de suite immédiatement. Bon, ça m'a demandé un petit peu de travail, mais sinon, toujours payé. Et moi, je fais toujours mes prêts pendant une année, puis à la fin, là, si j'ai toujours été bien payé, ben, je peux accepter de renouveler le prêt puis de continuer à partir du moment que je sais qu'on va être encore capable de redresser la situation. Que là, on a parlé de risque. On a parlé un petit peu de souscription. La souscription, ça comprend aussi une partie du risque, mais la souscription aussi, ça comprend aussi le souscripteur, ce qu'il va faire avec son investisseur, c'est qu'il va aussi lui recommander un taux d'intérêt. Alors, en fonction du risque qu'il va avoir puis des taux du marché, ben, on va vous recommander des taux d'intérêt. Alors, ça peut varier de 8 à 23-24 %, là, dépendant de ce qu'on va avoir comme dossier. Mais en général, là, nous, on a des taux qui varient entre 10 et 18 %. Que la souscription, ça sert à évaluer les risques, puis ça sert aussi à faire le pricing, si on veut dire. Si on veut dire en bon français, là.
Tu traduirais ça comment, toi, en français, là, Jérémy? Le pricing? Je ne parle pas français, Jérémy. Il parle Le pas français. pricing, je ne sais pas. C'est un mot français. dirais C'est vrai, il ne je parle dirais pas français. pricing. Je dirais pricing. Je dirais quoi pour pricing? Comment tu dirais Oui. pricing? Je ne sais pas. Offre de Le prix? tarif. Le tarif. Ouais, le Tarif, tarif, les tarifs. tarification. Ouais, tarification. Mais je dirais pricing. J'ai un problème, moi, avec ça. Ça, c'est français, pricing, c'est pour ça. Vive la loi 101, là. Quand on fait la souscription, on fait la tarification, on mesure le risque et puis on valide c'est quoi le plan de sortie pour se faire rembourser. C'est bon pour ça? Mhm. Là, normalement, vous devriez avoir 200 questions à me poser ici. À ce moment-là, est-ce que vous chargez un frais d'ouverture de dossier de 2 à 5 ou… Ben, moi, je charge toujours des frais de 2 dans mes dossiers. Là. Ça, c'est toujours le cas. Ça, c'est le minimum. Puis, quand on a des dossiers qui arrivent de l'extérieur, ben, ils sont ajoutés en plus. Puis, j'ai des frais minimums, là, parce que quand c'est un petit prêt de 50 000 pour moi, c'est le même travail qu'un prêt de 200 000. Toujours, toujours. Et puis, les frais, ben, c'est toujours ajouté au montant du prêt, parce que les clients, ben, ils n'ont pas l'argent pour payer ça normalement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est pas grave, après, si vous en vient d'autres, on pourra les reposer plus tard. Il nous reste combien de minutes, Raphaël? 15 minutes à peu près. Sur le 15 minutes. il reste 15 minutes. Good, 15 minutes. À peu près une quinzaine de minutes. Bon, maintenant, on trouve où des clients? Est-ce que ça vous intéresse de savoir où on trouve des clients? Moi, je vois bien. Patrick, il a levé le doigt. Il a peut-être des idées, non? Il a des idées, Patrick? Non. Bon, mais les clients, ben, on peut en trouver à beaucoup d'endroits. Ça dépend de ce que vous allez chercher. Si c'est si vous voulez faire, par exemple, du prêt pour des investisseurs qui veulent optimiser les immeubles, ben, je vous recommande d'aller vers des courtiers hypothécaires qui ont ce type de clients-là, qui vont être capables de vous les référer. Soyez prêts et solides pour avoir des gros montants de prêts. On peut les trouver aussi chez des syndics de faillite, dans des banques. Nous, on est installés dans des banques. Là, on est en train de s'installer aussi au gouvernement du Québec. Ça va nous permettre d'avoir des deals qui vont rentrer encore plus facilement sans courir après. Hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je détestais courir après les clients pour les frapper ou pas. Mais aussi, vous pouvez aussi utiliser des logiciels comme Mon Prospecteur ou JLR ou d'autres logiciels de ce genre-là, ou même directement à partir du registre foncier, puis aller trouver des clients qui ont des prises en paiement, puis que si vous acceptez de travailler avec ces clients-là, puis faire du prêt, ça peut être aussi une possibilité. Ils vont être beaucoup plus intéressants à vous écouter pour faire un prêt privé pour sortir de la situation que d'être obligé de vendre leur maison à rabais à quelqu'un. Les sources de référence, ça, il y en a des multiples sources de référence. Ça peut être votre comptable, ça peut être notaire. Tu peux m'aider, parce que je vais juste avoir un petit blanc de mémoire. Là, courtier immobilier. Spécialiste de crédit. Spécialiste de crédit, effectivement. Je n'ai pas en tête moi non plus, là, tu me prends le coup, mais je pense qu'on a dit pas mal déjà, courtier immobilier, courtier hypothécaire. Source de référence. Puis la publicité. Nous, on travaille énormément, beaucoup avec la publicité. Alors, notre truc est vraiment d'une simplicité. Ça coûte même 0$. C'est hyper facile. C'est gratuite, hein, je dirais même. C'est absolument totalement gratuit. Là. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que sur notre site Internet, on a mis des histoires. Quand je vous dis des histoires, ce n'est pas parce que c'est faux. C'est des histoires, il y a des vraies histoires qui existent. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend une histoire d'un client, puis ça va ressembler au persona qu'on cherche, le client qu'on cherche. Puis on va commencer une histoire que le client il se reconnaisse dedans, que ça attire son attention, qu'il se reconnaisse dedans. Et puis après ça, l'histoire, elle va montrer comment c'est difficile dans cette situation-là. Puis après ça, comment d'autres personnes comme eux, ils ont réussi à sortir du pétrin, finalement, puis que c'est nous qui les avons aidés. Puis à la fin, on met un formulaire avec un call to action. Alors, les clients, finalement, ils prennent un rendez-vous dans notre agenda. Puis quand on les appelle,
c'est au moment qu'on est prêt, c'est au moment qu'on veut. Puis quand les clients sont au bout du téléphone, devinez ce qu'ils nous disent. C'est exactement ça que je cherchais. Alors, comment on fait pour avoir ce prêt-là? Parce que moi, je n'ai pas besoin de me battre pour vendre le prêt. Je n'ai pas besoin de me battre pour vendre un taux d'intérêt. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de regarder la situation, de l'analyser, de prendre l'information, puis après ça, d'expliquer quelle va être la solution pour sortir de là. Et je vous le dis, là, à 90% du temps, là, à la fin, on signe les contrats et les clients ne nous demandent même pas le taux d'intérêt. Ils ne nous demandent pas le taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'enfin, ils ont trouvé une solution qui allait les sortir d'un endroit qui est vraiment désagréable pour eux. C'est-à-dire les huissiers qui frappent à la porte, le tribunal qui s'en vient, puis toute la perte de la maison. Là. Je vous laisse juste réfléchir, là, penser à ça, prenez quelques secondes, là, puis vous dire, il y a un huissier qui vient cogner à ma porte, puis je suis en train de perdre ma maison. Puis à partir du moment que ça commence, là, il y a 40 personnes qui viennent cogner à la porte, là, puis qui viennent cogner à la porte pour dire tu es en reprise de finances, je vais t'acheter ta maison à rabais. Là. Je pense qu'à un moment donné, tu ne dois plus envie de répondre, tu as envie d'être agressif. J'ai déjà vu plein de situations comme ça, où il y a même des lettres qui sont envoyées. J'ai vu ça, des paquets de lettres à la maison, puis les gens ne les ouvrent pas. Parce que ce n'est pas ça qu'ils veulent, les gens, ils veulent rester chez eux. Avec le prêt, ben, moi, ça me permet d'être super compétitif parce que je leur propose, moi, en fait, de rester chez eux puis de faire de l'argent quand même. C'est que je fais de l'argent en immobilier en aidant des gens à rester chez eux. Puis, je n'ai pas besoin d'aller déboucher les toilettes. Quand c'est le 30 juin, ben, je n'ai pas quelqu'un qui m'a salopé l'appartement puis j'ai des travaux à faire. Je n'ai rien de ça à faire. Ce que j'ai à faire à chaque mois, c'est de collecter mon paiement. Puis souvent, ben, ils sont automatisés puis que je n'ai absolument rien à faire. Là, j'ai pu passer presque 5 mois en Colombie cet hiver, puis je n'ai pas eu besoin d'aller débarrer des portes, déboucher des toilettes, appeler mes clients pour quoi que ce soit. J'ai eu besoin d'appeler personne, que j'avais l'esprit complètement libre. Puis en plus, ben, ça s'est tout déposé dans Montréal puis mon CELI, puis j'ai pas ou presque pas d'impôts à payer. Voilà, c'était le message aujourd'hui qu'on voulait vous passer. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y a des choses qu'on n'a pas couvertes. C'est vrai qu'une heure, c'est difficile de parler en profondeur du PPV. On a essayé d'être, je dirais, le plus efficace possible. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes, des questions qui sont relatives au prêt privé? Moi, j'en ai une. Oui. Moi. Ah, Jérémy, ok, puisque j'ai Oui. François aussi qui a levé la main, c'est ça? Ah, vas-y. Alors, s'il y avait quelqu'un avant moi, vas-y. Je dois avoir comme 47 000 questions qui me sont venues. On va en prendre une d'abord. On va commencer par la première. Juste une, s'il vous plaît. Juste une, tu sais, comment on fait, qui sont les contacts, tu sais, je vais être avare d'informations dans ça. J'arrive personnellement à une rencontre, puis je vais devoir quitter. Mais honnêtement, c'est vraiment intéressant d'entendre ça. Donc, merci, Pat, de m'avoir invité à cette rencontre-là. C'est vraiment, je vous dis, là, ça bouillonne dans ma tête, mais tu sais, comment ça prend les bons contacts, ça prend probablement les bons contrats. Donc, c'est sûr qu'on reste en contact. Là. C'est comme ma question. On publiera de manière à la fin de l'événement, je mettrai un lien sur mon calendrier pour ceux qui ont plus de questions, vous voulez prendre plus de questions pour répondre plus en profondeur. Là. Donc, je mettrai le lien de mon calendrier pour prendre un rendez-vous. Est-ce qu'il y a une question parmi… Ben, j'aimerais ça répondre aussi peut-être à Jean-François qui avait une question qui n'en était pas une. Justement, c'est pour ça que je voulais savoir quelle était sa question en fait au final. Si je la connais, sa question. Il y a 47 000 questions, donc on ne peut pas répondre à ça pendant une heure. Mais moi, j'ai la réponse à ça, c'est que à la fin de l'été, là, juste avant la rentrée scolaire, on va commencer une formation de 4 fois 2 heures. Ça va être les samedis matins, puis on va explorer toutes les facettes là, du prêt pour que vous soyez en mesure après ça au minimum, d'être capable d'évaluer un dossier puis de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon pour vous. Puis aussi d'être capable à la fin d'évaluer dans quoi vous êtes à l'aise, dans quoi vous êtes confortable et dans quel type de projet vous aimeriez investir. Donc, on va faire une formation comme ça de 4 samedis matins. Ça va commencer à la rentrée scolaire. Je n'ai pas encore la date exacte, là, mais si vous voulez en savoir plus, vous pourrez nous contacter ou appeler Raphaël pour vous inscrire. Excellent. Jérémy, tu avais une question? Oui, c'était en termes de montage. Comment ça se passe?
admettons que moi, par exemple, on va faire un truc simple, je veux mettre 100 000 $ en prêt privé. On va dire qu'on ne passe pas par les CELI, j'ai compris l'intérêt du CELI, etc. Mais on va dire que moi, je veux passer par ma compagnie, ou même avec les CELI, admettons, comment ça fonctionne? Vous avez une structure, on va avoir des codes-parts de cette structure, ou est-ce que c'est juste un acte notarié qui nous donne une cote-part du bien immobilier qui est financé? Comment ça, juste techniquement, comment ça fonctionne en termes de montage? Techniquement, il y a un prêt hypothécaire qui est monté. Puis dans le prêt, ça indique quelle est la garantie, c'est-à-dire la maison, qui est la personne qui va emprunter. Et puis après ça, ça va donner la liste de toutes les personnes qui font le prêt dans le prêt. Ça va tout indiquer qui sont ces personnes-là et les montants de la garantie, le montant qui est investi par chacune des personnes. Donc, ce n'est pas relié à une compagnie, c'est relié directement au bien qui est financé. C'est directement, il y a une hypothèque qui est vraiment prise sur l'immeuble du client directement avec votre nom sur les actes. C'est important, là, ce n'est pas des fonds qui ne vous appartiennent pas. Là. Que vous avez la décision de faire les prêts, c'est vous qui prenez la décision finale, puis c'est vous qui allez verser l'argent chez le notaire pour que le prêt se fasse. Ce n'est pas l'argent qui est dans une compagnie, c'est la compagnie qui détient l'hypothèque. C'est par exemple le prêteur. C'est-à-dire que toi, Jérémy, si tu prêtes pendant un chiffrement 100 000 $ pour un prêt privé qui en vaut 400 000, eh ben, il y aura ton nom sur l'hypothèque. Ok, j'ai compris. C'est comme ça qu'on le fait. Comme ça, c'est ton nom est sur l'hypothèque. Ok, pas de souci. Si ça passe par je veux dire après, si ça passe par une compagnie, ma compagnie est sur l'hypothèque. C'est la même chose, quoi. Exactement. Tout à fait. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, moi j'ai une question. Oui. Il y a peut-être encore quelque chose que moi je ne saisis pas. Peut-être au niveau de la logistique, comment ça se passe? Supposons que moi je suis, disons, quelqu'un qui a un REER, disons, de 100 000 $ par exemple, et puis il veut faire le prêt privé. Mais comment ça se fonctionne? Est-ce que c'est à travers vous, mais c'est lui la personne qui doit faire les démarches, qui a l'argent, ou bien comment ça se fonctionne là? C'est ce point-là que je ne saisis pas encore. Tu réponds, Raphaël? Oui, nous, on utilise la plateforme Olympia. Donc, Olympia, c'est un trust dans lequel tu peux héberger tes REER et tes CELI. Donc, tu vas transférer ton compte REER chez Olympia Trust. Alors, admettons que tu as 100 000 $. Olympia Trust, c'est comme une banque. Donc, tu vas avoir un compte Olympia Trust où tu auras tes 100 000 $ sur ton REER. Et admettons que demain, on a des opportunités de prêt privé. On veut te proposer ces opportunités de prêt privé-là. On va dire, Toufik, regarde, on a un prêt privé, 65% de RPV, 10%, on a besoin de 400 000 $. Toi, tu dis, OK, ça m'intéresse, j'embarque à hauteur de 100 000. OK. À ce moment-là, on va te faire remplir un formulaire Olympia Trust. Tu vas compléter ce formulaire qui donne l'autorisation donc à la compagnie, à Jacques, d'administrer le prêt. Et à ce moment-là, on va faire le prêt. Et donc, ton numéro de compte Olympia Trust qui t'appartient va être mis sur l'acte notarié. D'accord? L'avantage de faire ça, c'est que tu fais tout en ligne. Que tu sois au Québec ou que tu sois en Australie, tu peux faire ton prêt en ligne. Avant de le faire via Olympia Trust, on le faisait en réel. Ce qui veut dire que moi, quand je faisais un prêt avec Jacques, je me déplaçais à la banque, j'allais à la banque, il me sortait une traite, je prenais cette traite, j'allais chez le notaire. C'était chiant à faire. Ça se fait, ça se fait toujours comme ça, mais nous, on a préféré mettre en Olympia parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite et ça simplifie vraiment le processus de prêt. OK. Donc là, finalement, la personne qui a les fonds, elle ne se mêle de rien, c'est juste donner l'approbation au niveau si je rentre dans ce prêt ou pas. Oui, je peux compléter. En fait, on offre deux services. Si tu trouves le client, on peut t'aider à faire la souscription. C'est tout. Ou encore, on trouve le client, puis on te propose de participer, on appelle ça une syndication, là, on est comme plusieurs à participer à un prêt. Okay. Et puis moi, quand je fais ça, moi, je participe aussi toujours dedans. Moi, je suis toujours impliqué dedans. Okay. Donc, quand je dis que quelque chose est bon, je mets de l'argent dedans. Okay. Si je dis que c'est pas bon, je ne mets pas d'argent dedans. Je ne vous en parle même pas. Les gens qui veulent participer, il y a un minimum, comment ça fonctionne? Alors, j'entends mal, Toufik. Je ne sais pas si tu as un problème avec ton micro. Est-ce que tu peux répéter ta question? Vous m'entendez? Je pense qu'il a demandé s'il y avait un minimum, Raphaël. Oui. Je dirais qu'il n'y a pas de minimum, mais il faut qu'il y ait un minimum qui devienne intéressant pour toi et pour tout le monde. On s'entend que si on ferait un 400 000 $ et que si on fait un prêt de 400 000 $ et qu'on n'a que des participants à 20 000 $, ça fait beaucoup de participants pour faire un prêt. Okay. Donc, je dirais entre 50 000 et 100 000, là, ce serait
un minimum. Puis on s'entend, même si tu gagnes 10% de 2000 $. Mais supposons quelqu'un qui a 25 000 qui veut les mettre, par exemple. À combien? Un 25 000, par exemple, les gens, là, par exemple. Bah, je dirais que c'est faible. 25 000 parce que dans l'absolu, il y a les comptes Olympia qui prennent des frais annuels et qui prennent des frais à chaque déboursé. Ce n'est pas des gros frais, mais ça vient manger ta rentabilité. Oui, mais Donc, les frais, vous les calculez comment? Les frais, c'est simple. Hein. Olympia, lorsque tu ouvres un compte, c'est 180 $ par année. À chaque déboursé de prêt, c'est 180 $ par année, plus 15 $ par mois, à peu près, c'est ça, Jacques? 15 ou 17 $ par mois. Donc, ça ressemble à des frais bancaires, en fait. Ça ressemble un peu à des frais bancaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu prêtes 25 000 $ à 10%, ça va te faire 2 500 $ par année. D'accord? Ouais. Donc, si on divise par 12, allez, à moins de 200 $ par mois. Si tu as payé 180 $ de frais plus 180 $ de déboursés et 15 $ par mois, on s'entend que ce n'est pas super intéressant pour toi. Donc, je dirais un montant minimum entre 50 et 100 000, je dirais que c'est un bon minimum. Là, vous dites que c'est 180 $, par année, je veux dire par déboursé. Hein? On t'enverra un lien, tout fait, que tu pourras aller voir le détail de comment ça fonctionne. Hein. Ça va être plus simple parce que moi, je ne gère pas trop ces affaires-là. Je n'ai pas trop de contrôle. Mais à partir du moment que tu as 50 000 et plus, les frais, ça devient comme quelque chose de moins important. Là. Mais c'est sûr que si tu as 25 000 $, ça va te gruger une grosse partie de tes profits. Alors, ben voilà, je pense qu'on arrive pas mal à l'heure. Avez-vous peut-être une dernière question? On arrive il reste encore 4-5 minutes. Si on peut prendre encore une dernière question si vous en avez. Je vous parlais tout à l'heure de stratégie, de stratégie fiscale ou de stratégie de minimiser ses impôts. Ben, avec le REER, le CELI, et si vous avez aussi de l'argent investi, je ne sais pas, vous avez vendu des immeubles et vous avez beaucoup d'argent dans votre compagnie, ben, on peut utiliser aussi cet argent-là puis transférer le maximum de ce qu'on peut là, de vos profits dans votre CELI. C'est quasiment des vases communicants. Là. Que ça aussi, c'est possible de faire ça. Que c'est une stratégie qui peut devenir très, très payante pour vous au bout du compte. Là. Puis ça, ben, c'est tout le service qu'on peut vous offrir. Une dernière chose qu'on n'a peut-être pas mentionné, Jacques, c'est la durée des prêts. Ben, les prêts, je m'arrange pour que ça dure toujours moins d'une année. Après, je ne vois pas bien l'horizon après. Là. Je préfère les prêts d'une année, quitte à les renouveler, si ça s'est bien passé, que d'avoir des prêts de 2 ans et que ça soit l'enfer avec. Mais en général, c'est entre 6 et 12 mois les prêts. Ben, les prêts, c'est entre 3 et… Ouais, entre 3 en moyenne, là, c'est 5-6 mois, mais c'est entre 3 et 12 mois. Moi, ce que j'ai fait avec toi, c'est ça dure entre 3 et 6 mois. Oui, là, il y en a un qui va… Il y en a deux là, qui j'arrivais à la fin du terme d'une année, puis on les a renouvelés. On les a renouvelés, mais j'ai des clients qui payent super bien à 15 %, je n'ai pas de problème. On a Francis qui a une question? En partenariat ou en syndication, c'est quoi la contrepartie pour les partenaires en général? Est-ce que vous gardez, dans le fond, les frais d'ouverture de dossier puis le pourcentage reste le même? Comment vous fonctionnez? Ben, nous, on garde. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, on charge 2 % de frais là, pour la souscription. Là. Puis ça, on le garde, évidemment. Puis les clients, ben, si tu trouves des clients toi-même et tu veux qu'on travaille avec toi, ben, nous, on va demander 2 %. Puis si toi, tu veux 2 %, ben, tu demandes 2 % à tes clients. Puis on va être capable de verser ça dans ton CELI directement. Okay, au niveau tes frais de dossier, on est capable de verser ça dans ton CELI. Okay, puis au niveau de l'intérêt, mettons que vous trouvez le client, puis mon apport est juste participatif. On ne garde rien sur les intérêts. Si on charge 15 %, on te donne 15 %. OK, super. Merci. Excellent. Bon, bah, il est presque 1 heure, là, il reste 2 minutes, donc on va terminer la présentation de salon d'aujourd'hui. Donc, merci à tous, à toutes et à tous pour votre participation. Vous recevrez un petit courriel, là, on va vous envoyer un petit courriel après l'entrevue. J'ai mis dans le chat mon calendrier si vous avez des questions, et puis on va vous tenir informé pour ceux qui ont l'intérêt d'aller plus loin sur le prêt privé. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir discuter avec nous, et si vous souhaitez suivre la formation que va donner Jacques à la rentrée. Ben oui, qui est intéressé par cette formation? Là? Bon, juste pour clarifier, la formation, ça va nous permettre aussi à nous de pouvoir scorer certains projets, c'est ça? Oui, mais ça va aussi te permettre, je dirais que
que si tu t'inscris sur notre liste puis que tu reçois des propositions, bien, tu vas être capable de juger puis de voir si ça correspond à ton niveau de risque à toi. C'est super important. Moi, mes investisseurs, je préfère qu'ils aient suivi cette formation-là parce qu'après ça, c'est comme la galère pour moi après. Oui, au moins, ils sont capables de juger eux-mêmes de leur niveau d'exposition. Ça ne me tente pas de gérer la galère. Oui, bien sûr. Ok, moi, ça m'intéresse. D'arbitrer rapidement si c'est intéressant. Enfin, tu vas comprendre en fait un peu plus rapidement le jargon, ce qui n'était pas mon cas, moi, quand j'avais démarré, Jacques, je ne sais pas si tu t'en souviens. Puis là, avec tous les prospecteurs qu'on est en train de former, là, ça commence à rentrer sérieux, là, les membres de prêt. Là. On va avoir besoin de beaucoup de partenaires pour faire du prêt avec nous. Les fonds ne sont pas illimités. Voilà. Fait que si vous avez vendu des immeubles, vous avez du capital, je ne sais pas si ça vous tente d'acheter un autre immeuble, mais je pense que le prêt privé, c'est une belle alternative. Là. Vous savez, vous pouvez faire de l'investissement, mais c'est du court terme. Là. On n'est pas ni dans le moyen terme. J'estime qu'après 2 ans, c'est du moyen terme, de 2 à 5 ans, puis 5 ans et plus, c'est du long terme. Mais du prêt privé, c'est toujours du court terme. On sait qu'on va être capable de récupérer nos fonds rapidement. Puis ça m'arrive à l'occasion, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai un super projet, je voudrais l'acheter, puis je voudrais récupérer mon argent. » On essaie de trouver quelqu'un d'autre dans le groupe pour vous remplacer quand c'est possible. Hein. On essaie de trouver quelqu'un d'autre, puis on va subroger votre prêt, on va vous rembourser, puis pas moi qui va vous rembourser, là, mais ça va être le nouvel investisseur qui va embarquer, qui va prendre votre place. Voilà, ça ressemble à ça pas mal. OK. Bon, excellent. Merci à tous pour votre participation. Écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous avez des questions, vous voulez vous inscrire, vous voulez en savoir plus, appelez Raphaël ou on vous enverra les coordonnées dans quelques minutes. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Bye. Raphaël, tu vas arrêter.